partout dans le monde. Nous sommes à Kinshasa, la capitale congolaise. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les 19h de ce soir sera ponctué des activités du président de la République qui a eu des entretiens avec le boxeur congolais Martin Bakolé qui a remporté une victoire dans une compétition en France. L'évolution de travaux de réhabilitation, allais-je dire, de route à Kinshasa pour relier l'avenue Elengesa, Kasavubu et Bypass. Le gouverneur Gentini Ngobila a visité ce samedi les travaux qui sont très satisfaisants. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ces 10. Il a fait le drapeau congolais à travers la boxe internationale. Il a fait l'honneur de la République démocratique du Congo. Lui, c'est Martin Bakolé, le boxeur congolais qui a remporté la victoire sur Tony Yoka dans une compétition à Paris. En ce jour à Kinshasa, la capitale congolaise, il a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'était à la cité de l'Union africaine. Kibombe Somoué, Rifin Ngombolo, nous dit ce qu'ils se sont dit avec le président. Le boxeur congolais Martin Bakolé a remporté le 14 mai dernier sa 18e victoire en battant le français Tony Yoka, lui infligeant la première défaite de sa carrière. De retour au pays, ce digne fils congolais a été reçu à la cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le poids lourd Martin Bakolé remercie vivement le chef de l'État pour ses encouragements. Merci pour nous permettre de kutana naye eza na lokumu kokutana mokonza mboka et puis que nazalaki surpris que ye patalaki combat azalaki au courant ya nyonso tu nde salaki ngai esengo raison ya mwana nde nayaki kokutana naye na livré déjà 19 combats naza na 18 victoires na perdeka combat moko biso toza wana mpona koaider bakonzi oyo baza en place de façon que boxe évolue le sous. Mais ils ont déjà pour l'académie junior Makabu de jeux en marche de façon que tous les débats jeunes surtout l'objet dans la babako les moussus la Makabu moussus. Naïna nous t'offre une victoire aux hommes victoire monnaie au Tibeti France de façon que dans ces pays-là nous avons congolais non surtout le cola mokonza ya biso apesi biso nzela et puis toko pesa nani date à prochain combat prochainement. Âgé de 28 ans, le boxeur Bakolé est né à Kananga, au Kasaï central, au cœur de la RDC. D'une famille de boxeurs, il est le jeune frère de Ilunga Makabu, le champion du monde de poids lourd léger. Martin Bakolé ambitionne de se hisser dans les top 10 des classements mondiaux de sa catégorie de poids lourd. Vous le savez, le président de la République séjourne depuis cet avant-midi à volé pour Bujumbura. Il a tenu hier, il a présidé hier la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. C'était la 53e, la transformation du gaz méthane du lac Kivu ou bien même sa valorisation figurait parmi les points abordés au cours de ce conseil. Voici le compte rendu lu par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Un extrait choisi par la rédaction. Ces chapitres de points d'information. 2 notes d'information du ministère des Hydrocarbures. 1. Rapport sur la remise officielle des données du Graben Tanganyika et de la cuvette centrale et la valorisation du gaz méthane du lac Kivu. Le ministre des Hydrocarbures a commencé sa présentation en rappelant au Conseil que le samedi 14 mai 2022, le Premier ministre chef du gouvernement avait présidé la cérémonie consacrée à l'accord tripartite conclu à Paris le 10 septembre 2021 entre le ministre des Hydrocarbures et les sociétés Geos Gémoïde et Clay Oil Group DMCC, dans le but de procéder à l'évaluation des potentialités pétrolières des bassins sédimentaires ci-après, côtiers, cuvette centrale et branche ouest du rift est africain, Graben Tanganyika, Graben Albertine et Graben du lac Kivu. Cette étude, réalisée en exécution de l'une des actions phares du programme du gouvernement, axée sur l'augmentation de la production pétrolière, permet la constitution d'un package des données techniques
des blocs à attribuer par appel d'offres pour 16 blocs pétroliers sélectionnés au sein de bassins sédimentaires sus-évoqués. Les perspectives financières sont énormes pour le pays. S'agissant de la valorisation du gaz méthane du lac Kivu, le ministre des Hydrocarbures a d'abord indiqué que ce gaz est estimé à environ 66 milliards de normomètres cubes de méthane et 300 milliards de dioxyde de carbone. Pour mettre en mouvement cette valorisation, le ministre des Hydrocarbures a sollicité l'accompagnement du gouvernement, notamment par la mise à disposition de fonds permettant la récolte des données géopétrolières numériques et physiques, ce qui permettra aux sociétés requérantes la consultation et l'accès aux données après paiement. Il a également demandé l'autorisation de procéder au renouvellement du mémorandum d'entente entre notre gouvernement et la République unie de Tanzanie pour la coopération et la promotion de l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dans les Gramènes Tanganyika, signé à Dar es Salaam le 3 octobre 2016 pour une durée de 3 ans, soit au 3 octobre 2019. Le ministre des Hydrocarbures a enfin sollicité les quitus du Conseil pour procéder à la signature d'un accord de coopération similaire avec la République de Zambie pour permettre aux futurs opérateurs sélectionnés à mener en toute quiétude les opérations d'exploration sur le lac Tanganyika et le bloc Moero sur le lac du même nom partagé entre les deux pays. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au sujet de la situation de couverture en kérosène, jet A1, gasoil, essence, ces propositions d'achat urgent de produits pétroliers par le gouvernement, le ministre des Hydrocarbures a fait rapport au Conseil de problèmes liés à l'approvisionnement en kérosène et en gasoil. Face au risque des pénuries, il a formulé plusieurs propositions au gouvernement qui les a toutes adoptées. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Si vous ne connaissez pas votre électrophorèse, rendez-vous demain à Massina Petro Congo où l'ASBEL FAN, en collaboration avec l'Institut de recherche en sciences, organise des dépistages gratuites de l'anémie SS. La cérémonie sera organisée sous l'impulsion du président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Commentaire William Tunakov. Un prélude de la journée mondiale de la drépanocytose, célébrée le 19 juin de chaque année en République démocratique du Congo sous l'impulsion du professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, la Fondation Antoine Tabala FAN lance ce dimanche 22 mai à Massina Petro Congo une campagne de dépistage gratuit dénommée Une RDC sans anémie SS. Nous travaillons pour la sauvegarde de la stabilité de la famille depuis 2007. Nous avons organisé des mariages civils, des policiers, des militaires, des fonctionnaires. Mais on s'est rendu compte qu'au sein des familles, il y avait une préoccupation, la naissance des enfants anémiques. C'est ainsi en 2016, nous avons réuni les serviteurs de Dieu, des différentes confessions religieuses. Et on s'est convenu que plus jamais faire la bénédiction nuptiale sans résultat de l'électrophorèse de l'hémoglobine. La particularité de cette année, l'examen de l'électrophorèse en amont, si les adolescents, c'est presque gratuit, nous bénéficions de l'appui technique de l'Institut de recherche en sciences de santé. Cette fois-ci, nous sommes approchés des partis politiques qui amassent des gens. Objectif de cette campagne, sauvegarder et stabiliser la famille en République démocratique du Congo, à en croire son coordonnateur Antoine Tabala. Et toujours en actualité, rendre compte de sa gestion est un exercice républicain. Dans le cadre de la nouvelle loi de finances, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a disposé auprès de la Cour des comptes le rapport de gestion budgétaire 2020-2021. D'autres précisions dans ces commentaires de Cédric Kenina et Fils Mounouma.
Ce n'est ni plus ni moins que de la redevabilité. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga, à travers son ministre provincial des Finances, était devant la Cour des comptes pour rendre compte de la gestion des finances publiques de l'exercice 2021. Rapport passé au crible, analysé, traité, assorti des observations qui ont donné lieu à un débat contradictoire. L'argentier provincial du Haut-Katanga, le professeur Bruno Kasuele Choma, salue le rôle des filets de sécurité de la Cour des comptes. Nous avons vraiment trouvé que la Cour des comptes est dotée de personnes compétentes pour aider les provinces dans les rapports de gestion. Et d'ailleurs, vous savez que rendre compte, c'est respecter les citoyens parce que nous gérons les finances publiques, les finances des citoyens. Alors, j'exhorte vraiment aux autres provinces de venir, parce que ici, les débats contradictoires vraiment permettent aux ministres des Finances, aux ministres des Budgets et aux gouvernements provinciaux de la République d'améliorer la qualité non seulement des gestions, mais aussi des rapports financiers. En souscrivant à cette démarche, l'exécutif provincial du Haut-Katanga tient au respect de la loi sur les finances publiques pour implémenter les caractéristiques de la bonne gouvernance et de la gestion efficiente des ressources publiques. Le médecin directeur de l'hôpital Garenganzie à Kassaji, nous sommes dans la province du Lualaba, totalise 25 ans de carrière. À l'occasion, l'hôpital offre en collaboration avec le gouvernement provincial des opérations chirurgicales gratuites. Cette initiative compte déjà à ce jour plus de 200 personnes opérées avec succès. Et du fait qu'elle soit en mission officielle à Lusaka, le travail pour le bien-être de sa population se poursuit sur l'ensemble de la province du Lualaba dans tous les domaines, et ceci dans la seule raison d'accélérer comme toujours la mise en œuvre de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Lancée officiellement le 15 avril 2022 par le ministre provincial de la Santé à l'initiative de Marie-Thérèse Masuka Saini, la campagne de chirurgie gratuite de Kassaji, deuxième ville de la province du Lualaba, a pris de l'ampleur. Actuellement, 202 personnes sont déjà opérées par l'équipe du docteur Kayombo d'Ivasco de Gama. Située à près de 300 km de Kolwezi, la ville de Kassaji accueille jusqu'à ces jours plusieurs patients venus pour l'opération chirurgicale gratuite, marquant la fin du jubilé d'argent de 25 ans de carrière du docteur Kayombo. Pour le gouvernement provincial, cette action vise à soulager tant soit peu la souffrance de la population du Lualaba profond, non seulement en prenant complètement en charge ces opérations chirurgicales, mais aussi à assister les malades avec les matelas, draps et autres biens de valeur, sans oublier le carburant pour l'électrification de l'hôpital Garenganzie qui abrite cette campagne. La population de la contrée, très émue, ne cesse d'implorer une pluie de bénédictions en faveur de la première citoyenne de la province du Cobalt. Après avoir appris que Maman Fifi Masuka Saini est en train d'aider beaucoup de gens, comme Moïse avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, et à l'instar de Jésus qui avait aidé l'aveugle Naaman à recouvrer la vue. Je la remercie, je la bénis pour cet acte opposé en ma faveur et de tous les autres. Le bâtonnier Koko Kayoudi du bureau de Matete a effectué une descente à Kenge. Il a visité le petit séminaire de Katende Saint-Charles-Luanga où il a fait ses études primaires et secondaires. Il y a apporté quelques présents. Il était avocat de la République dans le célèbre procès 100 jours. Koko Kayoudi est bâtonnier au barreau de Kinshasa Matete. Ce brillant avocat est allé à Kenge dans la province du Congo où ses souvenirs sont encore vivaces. Il est né là-bas et a fait ses études au petit séminaire Katende de Saint-Charles-Luanga. Dans sa gibecière, un important lot de lits de maternité et un engagement pris pour prendre en charge les frais scolaires des finalistes de 6e secondaire et l'année prochaine, le quart des frais scolaires des élèves de ce petit séminaire Katende de Saint-Charles-Luanga. Cette visite, coïncidant avec son anniversaire d'âge, c'est au cours d'une messe d'action des grâces célébrée à la cathédrale Mwese Anuarité que Koko Kayoudi a remercié le bon Dieu et a promis la construction à ses frais d'un bâtiment pour la maternité qu'il a vu naître il y a 49 ans. C'est le diocèse qui m'a accueilli, qui m'a formé, qui a fait de moi un homme tout court. Et donc je me suis senti dans le devoir d'être à Kenya pour non pas fêter, mais me souvenir de ce jour qui est tout simplement une grâce du Seigneur parce que c'est le don de la vie. Et donc c'est tout le sens
la célébration eucharistique de ce matin. Il reviendra de temps à autre à son diocèse pour honorer ses origines et soutenir autant que faire se peut ses semblables. La formation des encadreurs de jeunes entrepreneurs sur la création des entreprises est déterminée en l'absence du ministre national de la jeunesse. C'est le secrétaire général de la jeunesse qui a présidé la cérémonie de clôture. Reportage. Fin du séminaire de renforcement des capacités des jeunes dans l'entrepreneuriat. La cérémonie marquant la clôture de cette activité est intervenue vendredi à Kinshasa. En l'absence du ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bunkuluzola, c'est la secrétaire générale à la jeunesse qui a bouclé la boucle. Thérèse Moujibungi a recommandé aux bénéficiaires de cette formation de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. L'objectif de cette formation est d'aider les jeunes entrepreneurs congolais à bien élaborer leur business plan pour attirer l'attention des bailleurs de fonds. Je suis fermement convaincu qu'au sortir de cette session, les encadreurs sont dotés de capacités et de compétences pour assurer la formation aux jeunes entrepreneurs. Tandis que les jeunes entrepreneurs sont aguerris et pétris des atouts nécessaires, non seulement pour la création d'une micro-entreprise, mais aussi et surtout pour la gestion orthodoxe de cette même entreprise. La question de l'entrepreneuriat des jeunes est un axe majeur de la politique du ministre de la Jeunesse, Yves Bunkuluzola. Merci à Edith Chala pour ce reportage. Le gouverneur Jacques Mbombaka, qui assumait l'intérim du gouverneur du Mai-Ndombe avant les élections organisées dernièrement, a doté cette province de plusieurs infrastructures modernes pour mettre les administratifs de l'État de ce coin dans de très bonnes conditions, comme ces bâtiments modernes de 2 niveaux qui va abriter le service de la division provinciale des affaires foncières. Willy Atunakov pour le commentaire. Très déterminé à doter la province du Mai-Ndombe des infrastructures modernes en vue d'améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et agents de l'État, le jeune gouverneur intérimaire du Mai-Ndombe, maître Jacques Mbombaka, a procédé mercredi dernier à Inongo, chef-lieu de cette province, à l'inauguration d'un bâtiment moderne à 2 niveaux devant abriter les différents services provinciaux des affaires foncières. Question de concrétiser la vision du chef de l'État dans cette jeune province issue du démembrement du Grand Bandundu. C'est assurément un motif de légitime fierté et un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant les cadres ici rassemblés à l'occasion de l'inauguration officielle du bâtiment sous nos yeux. Je dois vous avouer que l'état des lieux fait à l'aube de mon ascension aux commandes de notre chère province en qualité de gouverneur d'intérim. La construction de cet immeuble, comme tant d'autres qui poussent comme des champignons à travers la province du Mai-Ndombe, à l'initiative du numéro 1 du Mai-Ndombe, est un motif de soulagement et de satisfaction pour les bénéficiaires. Je ne saurais vous dire ce que je ressens au fond de mon cœur. C'est une joie immense de vivre ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Rappelons que maître Jacques Mbombaka a été réélu dernièrement vice-gouverneur avec comme titulaire Rita Bola, entre autres, grâce à ses multiples actions à impact réel et visible en faveur de la population du Mai-Ndombe. L'Académie des Beaux-Arts tient chaque année, il organise des symposiums scientifiques afin d'aider les étudiants à choisir une méthodologie scientifique pour la rédaction de travaux de fin de cycle. Yvette Makuntima, Cédric Kenina et Fils Mounouma nous expliquent. La méthode s'apparente à un jury blanc pour guider, outiller les étudiants dans l'élaboration des travaux scientifiques de qualité. Les symposiums scientifiques qu'organise l'Académie des Beaux-Arts depuis 2018 participent à l'amélioration des travaux scientifiques des étudiants et fait de cet alma mater un creuseur
du savoir. Avant, très souvent, on ne savait même pas détecter la fraude. Il y a des personnes qui reprenaient les mémoires des années précédentes et qui revenaient avec, mais comme à la dernière minute, il y avait toujours une psychologie de cafouillage. Alors, mais nous avons remarqué qu'il y a une nette amélioration depuis 2018. Un exercice apprécié par les étudiants et les corps professoral. En effet, ces Ponzouroum préparent nos étudiants à la maîtrise de leur sujet de mémoire. Ils apprennent. Ce symposium est bénéfique pour nous en tant qu'étudiants, en terminale surtout, parce que ça nous aide à recadrer notre sujet de mémoire. Déjà, le but de ces symposiums est de nous faire écouter devant nos enseignants avant de passer au travail. Au-delà de tout, les récipiendaires apprennent la maîtrise de leur sujet de recherche à travers des propositions d'une méthodologie appropriée, assise sur des bases scientifiques. Les régionalismes politiques et la dynamique de développement en République démocratique du Congo, c'est l'intitulé de la thèse de doctorat présentée et défendue par le chef de travaux Évariste Katunda Elonga Walushima, qui a été proclamé docteur en sciences politiques avec la mention très grande distinction. Commentaire David Moubenga. La grande salle de K2 de l'Université pédagogique nationale UPEN a abrité la cérémonie scientifique des hautes factures, celle de la défense d'une thèse de doctorat en sciences politiques. Le récipiendaire du jour, le chef des travaux Évariste Katunda Elongo Walushima, a présenté la thèse sur le régionalisme politique et la dynamique de développement en République démocratique du Congo. Cette thèse et la couverture médiatique du séjour du chef de l'État dans cette partie du pays, ainsi que le programme de développement local de 145 territoires pour l'amélioration des conditions et cadres de vie des populations rurales. Le chef de l'État a déjà sa vision, le social et l'état des droits. Je me suis inscrit comme le candidat de la rupture. Comme vous le savez, et la Mongala est à genoux aujourd'hui à cause de ses anti-valeurs. Je viens pour essayer de mettre le chef de l'État pour combattre ces antivaleurs, essayer de canaliser le peu de recettes qu'a la Mongala pour essayer de le relever. Et nous ne pouvons le faire que grâce au leadership du chef de l'État. La province de la Mongala est divisée en 3 territoires, Bongandanga, Bumba et Lissala, composés de 13 secteurs, 168 groupements et 1527 villages, et présente un potentiel immense pour les investisseurs. L'association de caméramens du Congo a regroupé dernièrement tous ses membres à Kinshasa autour de son président, Giresse Nkelani. Les détails dans ce reportage.
L'Union nationale des caméramens du Congo, l'UNCC en sigle, a tenu sa première table ronde ce mardi sous la présidence de Jérès Nkelani. Cette activité qui s'est tenue à l'espace Grand Kasaï dans la commune de Lingwala a pour objectif de réunir tout le preneur des vues évoluant à Kinshasa et dans d'autres provinces en vue de travailler ensemble pour valoriser leur corps de métier. Prenant la parole au cours de cette activité, Jérès Nkelani a expliqué le bien fondé de la création de cette structure. Le président de l'UNCC a en outre lancé un appel à tous ceux qui n'ont pas encore rejoint la structure à pouvoir le faire. Pendant cette activité, ils ont reçu une visite surprise de l'honorable sénateur Denis Kambaye Tchimbumbu, ancien ministre des Sports, connu pour sa proximité avec le professionnel de médias. Denis Kambaye, qui a pris la parole au cours de cette activité, a exhorté les uns et les autres au travail bien fait avant de les appeler à rechercher l'excellence. Membre de l'association des caméramens, je voudrais tout simplement lancer un message d'encouragement. De la même manière que nous avons des associations de journalistes. Et pour la première fois dans notre pays, nous avons aussi une association de caméramens. Il faut ratisser large. Non seulement à Kinshasa, ce sont des partenaires de la technique de la communication. Sans le caméraman, il n'y a pas de télévision. Il peut y avoir des radios, mais pas de télévision. Voilà pourquoi je vous soutiens à 100% et je m'autoproclame déjà, sans votre volonté, être parmi les membres du comité d'honneur de l'association des caméramens de la RDC. Je suis membre, je me dis disponibilité et je lance aussi un message à tous les caméramens de tendre à cotiser. Avec ce journal, c'est la tâche que nous propose la réalisation. De nos formations professionnels de médias justifie la tenue à Kinshasa de cette formation à l'intention de quelques journalistes issus des médias publics et privés, JDH RDC. Cette organisation canadienne qui milite pour la promotion des questions relatives aux droits humains au profit des communautés a organisé la dite formation ce vendredi 20 mai 2022. Outre la théorie, les formateurs congolais et canadiens ont soumis les participants aux travaux pratiques pour bien assimiler la matière donnée. Au terme de ces travaux, les chevaliers de la plume sont sortis bien renseignés sur la méthodologie Prenel, technique appropriée pour assurer une bonne couverture médiatique pour la réalisation de reportages, des interviews sur les droits humains, plus particulièrement les droits des femmes et des filles. Au Canada, je suis journaliste et aussi formateur et j'ai eu l'opportunité de venir et partager ce que je partage au Canada ici. En venant ici, en travaillant avec GDH, le but pour moi d'être venu, c'est un peu pour améliorer, essayer de faire un peu pour améliorer le journalisme en général. L'aspect genre et d'autres thèmes transversaux tels que la sécurité des journalistes, les techniques d'interview, surtout avec le vulnérable, seront toujours prises en compte dans la production de reportages. JDH RDC entend organiser d'autres formations similaires à travers le pays pour atteindre un plus grand nombre de communautés. Le monde entier a célébré le 18 mai dernier la journée des musées. Le pouvoir des musées était le thème de l'année. À Kinshasa, les journées portes ouvertes sont organisées au Musée national du Congo à l'intention des élèves du primaire et du secondaire. Une initiative du directeur général de l'Institut national des musées nationaux. Le Musée national du Congo a grouillé des mondes vendredi 20 mai 2022. Plus de 3000 élèves, accompagnés de leurs encadreurs, ont répondu présents à l'appel du directeur général ad intérim de l'Institut national des musées nationaux du Congo, Placide Mumbembele, invitant ainsi la communauté à visiter les musées pour connaître l'immense richesse culturelle du pays. Culture qui porte l'histoire de la RDC dans toutes ses facettes. Musée, un lieu historique, un lieu de réconciliation, de réjouissance, de l'information et formation, a permis à ces écoliers et leurs responsables d'entrer en contact avec le Congo au fil du temps.
de Batéké qui s'appelle Impou. Nous sommes entre Maïndombe et Grand Libouli. Dès que je vais parler des archives, bien de œuvres d'art, ils vont directement se souvenir des archives. J'ai vu les tam-tam là-bas, les pailles. Notons que les portes du musée seront ouvertes jusqu'au dimanche 22 mai 2022, une occasion pour les familles, entreprises, églises, pour ne citer que celle-là, à mieux connaître l'histoire du Congo depuis l'époque coloniale à un passé récent. Comment fonctionne le stade de Martyrs? Ce stade a un directeur général qui a expliqué les fonctionnements de ces stades et sa mission en République démocratique du Congo. Comme les infrastructures de même importance à travers le monde, le stade de Martyrs ne peut se limiter qu'à l'organisation des manifestations sportives. Il a également une vocation culturelle et sociale. Déclaration de l'administrateur gestionnaire adjoint du stade de Martyrs, Maître Michel Omba, au cours d'un échange avec la presse. Il voulait ainsi clarifier les choses suite aux rumeurs malveillantes et provenant des sources bien identifiées et fausses images qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état d'un sabotage de l'aire de jeu du stade des Martyrs par l'organisation de la cérémonie des mariages. C'est cette information qui fait en sorte qu'on puisse salir l'image non seulement de l'administration, du stade et même du chef de l'État. Je voudrais préciser que le stade des Martyrs, ou tout stade en tout cas, a 3 missions. La première mission, sinon la mission principale, c'est d'organiser des manifestations sportives. Il faut savoir qu'en dehors des manifestations sportives, les stades peuvent aussi accueillir des manifestations à caractère culturel. Maître Michel Omba a aussi profité de cette opportunité pour parler de l'organisation de l'exposition et de la vente des œuvres d'art du sculpteur de renommée internationale Maître Alfred Liolo. C'est là, à l'occasion du 3e anniversaire de sa disparition. La vente de ces œuvres d'art devait soutenir les fruits de cette vente, était destiné à soutenir la famille de l'illustre disparu et des orphelins ainsi que de veuves congolais. Nerio Lema, René Ngwangou, Henri Alimassi ont assuré la partie technique de ce journal. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis à travers le monde. Retrouvez à 20h Sandra Nyangui pour la grande édition du journal. Au revoir et portez-vous bien.